Bonjour, merci de nous avoir invités à partager notre travail dans le cadre de cette journée de recherche. Et la présentation s'inscrit dans un projet de recherche plus grand qui s'intitule Géographie en matière des soins et auquel ont participé d'autres chers collègues qui participent à la journée de recherche aujourd'hui, tels que Madame Lafantassi, Madame Gallo. Et entre 2015 et 2020, les projets visaient à développer une meilleure compréhension des points de vue des parents, des enfants et des professionnels sur la supervision inadéquate des enfants dans divers groupes culturels et socio-économiques au Québec et dans quelle mesure l'évaluation du manque de supervision par les professionnels reflète les normes culturelles diverses. La négligence des enfants est la catégorie des maltraitances la plus commune et les manques de supervision est la catégorie de négligence la plus fréquente et qui doit être signalée au service de protection de la jeunesse. Selon nos analyses publiées en 2012, à partir de l'étude canadienne sur l'incidence des signalements des cas de violence et de négligence envers les enfants, les cas fondés de négligence en matière de supervision sont plus susceptibles de se produire dans des ménages surpeuplés, d'impliquer des enfants sans aucun problème de fonctionnement et de ne pas entraîner des blessures ni de conduire un placement en protection de la jeunesse. Nous savons aussi qu'il y a un sursignalement et une surreprésentation des jeunes racisés et autochtones dans le système de protection de la jeunesse. Donc ça nous a mené à nous demander comment la négligence en matière de supervision est-elle conçue et signalée. Selon l'étude canadienne sur l'incidence des signalements des cas de violence et de négligence envers les enfants, au Canada, 70% des signalements proviennent des professionnels, y compris en priorité les milieux scolaires, la police, les CLC, la protection de la jeunesse et les hôpitaux. La situation est bien pareille au Québec, selon l'étude d'incidence québécoise sur les situations évaluées en protection de la jeunesse en 2014, qui a trouvé que 80% des signalements sont faits par des professionnels dans l'exercice de leurs fonctions. Les signalements professionnels sont faits le plus souvent par les milieux scolaires encore et par les professionnels des services de santé communautaire, le CLC, des services sociaux d'autres organismes et établissements et par les policiers. Bien sûr, les signalements faits par les professionnels sont ancrés dans un contexte local, notamment au Québec, nous avons une population très diversifiée culturellement, où 15% de la population est d'origine immigrante et en janvier 2019, 72% résidaient dans la région métropolitaine de Montréal. Les résultats que nous allons vous présenter aujourd'hui proviennent des 11 groupes de discussion que nous avons menés à Montréal et à Trois-Rivières entre 2016 et 2018 avec des professionnels qui ont été recrutés à travers des commissions scolaires, des services de police municipaux, des agences de protection de la jeunesse et des services de santé et services sociaux. Nos participants étaient principalement des femmes. Dans les groupes de discussion, nous avons d'abord exploré les croyances et les pratiques de supervision des enfants par des différents membres de la famille ainsi que par l'État, puis de quelle façon les enfants apprennent-ils à être autonomes et à quel âge un enfant peut-il commencer à faire certaines tâches sans la présence d'un adulte, en quoi les pratiques de supervision sont-elles similaires et ou différentes de la façon dont les enfants étaient supervisés par le passé et dans la communauté ou les pays d'origine des participants, et des situations où les participants ont été en désaccord avec quelqu'un quant à ce qui était approprié en matière de supervision. Puis, quelles sont les principales difficultés rencontrées par les parents en matière de supervision et les conséquences des manques de supervision par les adultes. Et finalement, nous leur avons présenté certains cas, certaines situations et leur demandé s'ils considéraient que les comportements des parents étaient appropriés ou non et pourquoi. Voici les vignettes ou les situations. La première était les parents laissent l'enfant de 7 ans auprès d'un grand-parent vieillissant avec des capacités de la mobilité limitées. Les deuxièmes, les parents d'une fillette de 10 ans qui allait régulièrement au supermarché pour la famille. La fille prend soin de ses deux frères et sœurs âgés de 5 et 3 ans.
La troisième, un parent monoparental des garçons de 9 et 7 ans qui rentre seul à pied de l'école et reste seul à la maison jusqu'à ce que les parents reviennent du travail, généralement quelques heures plus tard. Et finalement, les parents d'une fille de 15 ans qui allait sortir avec son ami les vendredis soirs et revenir à la maison à 23 heures. Dans tous ces cas, nous avons renchéri sur des facteurs personnels et contextuels, comme par exemple, est-ce que ça fait une différence s'il s'agit d'une fille ou d'un garçon, ou si l'enfant a un handicap intellectuel ou physique, etc. Voilà, Geneviève, je te laisse présenter les résultats. Merci, Monica. Donc, une chose qui est ressortie de la recherche, c'est que tout au long des discussions de groupe, les participants ont souvent demandé s'ils devaient répondre aux questions avec leur chapeau de professionnel ou de parents. Donc, comme on peut le voir dans la citation, ça dit à nous, je me suis référée à moi comme parent, à mon expérience personnelle comme parent. Comme parent, ça a été un automatisme. On s'est remis dans le temps que nos enfants étaient plus jeunes. Donc, on a eu plusieurs réponses comme ça qui disaient « Je pense à mon neveu, mon plus vieux faisait ceci, mais ma plus jeune, non, au même âge. » Donc, au début, ça nous a paru étrange parce que les participants avaient été choisis parce qu'ils étaient intervenants et parce qu'ils étaient appelés à intervenir par rapport à la négligence en matière de supervision dans leur quotidien au travail. Mais plus on creusait dans l'analyse des entrevues, plus on s'est rendu compte que les participants faisaient une distinction claire entre leur point de vue en tant que parents et en tant que professionnels. Donc, ici, on a une autre citation qui nous dit « En fait, j'ai rempli l'exercice en pensant à mes propres enfants, pas nécessairement en me questionnant d'un point de vue professionnel, mais plus d'un point de vue de parent. » Et là, il nous explique « Parce que je considère que, dans le fond, qu'il y a plusieurs variables qui rentrent en ligne de compte, alors c'est plus simple de les défendre quand on connaît justement le niveau d'autonomie de l'enfant. » Alors, c'est drôle de répondre quand on pense aux enfants en général parce qu'il y a plusieurs variables qui rentrent en ligne de compte. À ce sujet-là, les professionnels ont mentionné de nombreux facteurs qui pouvaient influencer la supervision des enfants, notamment le tempérament, le niveau d'autonomie, leur capacité, l'âge, les valeurs des parents, le contexte précis de la situation de supervision. Aussi, ce qu'on a pu voir à date, c'est que les expériences personnelles ont beaucoup orienté la réflexion sur ce qui était une supervision adéquate ou inadéquate des enfants. Et puis, ce qu'on a pu voir, c'est que lorsque les professionnels parlaient de leur expérience de parents ou autres, comme on vient de le mentionner, l'aspect légal n'était pas inclus. L'aspect légal était plutôt rattaché à leur chapeau de professionnel. Donc, par exemple, ici, si j'avais mis mon chapeau d'infirmière, je serais allée voir au niveau des lois. Quand j'enseigne quelque chose, dans le cadre de mon travail, j'essaie de me baser sur des données probantes et sur ce qui est permis au niveau de la loi. Et ensuite, on ajoute les autres dimensions, autres facteurs. Donc, à noter au passage que lorsque les professionnels abordaient la loi, ici la loi de la protection de la jeunesse, ils ne s'entendaient pas tous sur ce qu'elle disait. Certains mentionnaient que la loi disait que l'âge pour laisser un enfant seul à la maison était de 12 ans, tandis que d'autres disaient que la loi n'était pas construite comme ça. À un autre moment, durant une discussion de groupe avec les professionnels de la santé, un docteur a remarqué que les réponses que les autres participants donnaient étaient basées sur leurs expériences personnelles, comme on vient de le montrer. Il a alors expliqué qu'à son avis, les expériences personnelles n'étaient pas des lignes directrices assez fortes pour soutenir la pratique. Il fallait plutôt focusser ou miser sur l'enfant au centre de l'intervention, de la situation. En fait, une intervenante en protection de la jeunesse dans un autre groupe de discussion a tenu des propos similaires. Pour elle, il s'agissait plutôt d'encourager les parents à connaître leurs enfants et le contexte spécifique dans lequel la situation de supervision se déroulait. Ça nous ramène aux nombreux facteurs déjà nommés par les professionnels qui évaluaient les situations en fonction de leurs expériences personnelles. Plusieurs participants, mais pas tous, ont démontré la capacité à se mettre dans la peau des parents. Donc ici, j'ai deux citations. On a une infirmière qui dit « OK, tout de suite, on les étiquette de parents négligents. Mais quand je parle avec les parents, ce ne sont pas des parents négligents, pas du tout. Ce sont des parents qui sont en train de se forcer à se trouver une place dans la société, un emploi pour donner une bonne éducation. »
On a aussi un policier qui nous dit, tu vois, moi je le vois d'un autre œil. Où est-ce que nous autres, on devrait aller à la rencontre des autres cultures pour apprendre? Est-ce que ça va faire en sorte qu'on va être beaucoup plus efficace et moins porté justement à être, c'est une expression de police, trop vite sur la gâchette? C'est de prendre le 2 minutes, le 3 minutes de plus pour comprendre qu'est-ce qui arrive présentement. Donc, les deux citations nous montrent que les participants ont identifié leur rapidité à juger et à mettre une étiquette aux parents. Mais on peut aussi voir que lorsqu'ils s'attardent à se transposer dans une autre réalité, celle d'un parent immigrant ou encore un parent tout court, avec tout ce que ça implique, en réfléchissant à la situation dans une perspective plus personnelle, par exemple, qu'est-ce que je ferais si, comment je me sentirais si, ces parents semblent être capables de reconnecter leurs expériences personnelles, la profondeur de leurs expériences personnelles, avec leur sphère professionnelle et les amener à agir ou à intervenir. Donc, ce qui nous amène à soulever l'importance de prendre le temps de comprendre les comportements, réflexions et sentiments des familles dans leur contexte. D'être à l'affût de ses propres valeurs, de ses propres attitudes et cadres de référence pour accéder à une richesse et à une profondeur dans la réflexion. Les nombreux facteurs de contextualisation que les professionnels ont été capables d'aller rechercher à travers leurs expériences personnelles. Et tout ça pour renforcer la dimension éthique de leur travail avec les familles. Parce que la réflexion personnelle, comme je viens de le dire, a permis d'avoir accès à une grande flexibilité, une profondeur, une richesse dans leur réflexion, mais aussi pour être capable d'identifier leurs propres biais pour pouvoir se recentrer sur la situation de l'enfant dont il est question, en fait. Tout ça nous a permis d'établir 4 grandes recommandations. La première, soutenir et encourager la réflexion et la réflexivité dans la prise de décision à l'aide de formation et de supervision clinique. Et ici, j'aimerais mettre l'accent sur la supervision clinique et non administrative. Il s'agit aussi d'aller au-delà des fameuses grilles de décision pratiques. Donc, à faire si, à ne pas faire si. Il s'agit aussi de former à la diversité, à l'interculturel et à l'antiracisme pour des pratiques plus inclusives, non discriminatoires et antiracistes. Pour arriver à prendre en compte des expériences qui sont totalement différentes des nôtres, des siennes, et donc être plus respectueux des familles. Il s'agit aussi d'impliquer les parents et les enfants dans l'évaluation des situations, notamment pour accéder à cette profondeur, à cette richesse dans la situation pour pouvoir la contextualiser. Et aussi pour voir les expériences personnelles des familles comme des atouts, des forces. Enfin, il s'agit d'élaborer un cadre de référence pour évaluer la négligence en matière de supervision des enfants qui prend en compte la culture et le contexte, mais aussi qui prend en compte la situation donnée, le cadre légal et les perspectives des différentes professions qui sont amenées à interagir au quotidien.